Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés. La mobilité, c'est la vie. Aucune grande civilisation ne s'est jamais construite en dehors des axes de communication. Par la mer, par les fleuves, par la terre, il a toujours fallu voyager pour commercer et commercer pour se développer. Et à l'heure du numérique, où les commandes sont dématérialisées, les livraisons n'en demeurent pas moins physiquement et connaissent même une accélération. Les commandes se multiplient et on teste plusieurs produits maintenant pour n'en garder qu'un seul et tout le reste retourne chez le fournisseur et coûte très cher en CO2. Nos mobilités, on le voit bien, doivent s'adapter et c'est l'objectif de ce texte. Nous arrivons enfin en séance publique pour discuter du projet de loi d'orientation des mobilités. Enfin, mes chers collègues, car ce projet de loi est le fruit des Assises nationales de la mobilité de 2017, soit près de 2 ans déjà. Madame la ministre, une longue concertation entre votre ministère, les professionnels du secteur et les associations d'usagers a été globalement saluée. Toutefois, bien qu'enrichi par les sénateurs, le texte n'est pas aussi ambitieux que l'objectif initial. C'est ce qu'il ressort de toutes les auditions que nous avons menées avec ma collègue Valérie Lacroute au nom de notre groupe parlementaire. Si nos échanges ont été cordiaux en commission, et je profite ici pour saluer la qualité de la présidence Pompili, ils ne doivent pas éluder ce sentiment d'impréparation du gouvernement sur ce texte. Il faut le reconnaître. En fait, il s'agit d'une somme de mesures techniques plus que d'une orientation majeure. Par ailleurs, Madame la Ministre, la question du financement, qui demeure toujours le nerf de la guerre, ne vous permettra pas de répondre à la demande de nos concitoyens, notamment ceux qui habitent dans les territoires ruraux. Nous partageons les objectifs de votre gouvernement en ce qui est de réduire la fracture territoriale et d'améliorer les infrastructures de transport. Nous ne doutons même pas de vos intentions à cet égard, mais notre groupe émet de vives réserves sur les financements qui y sont consacrés. Cette loi pourrait être une belle loi si vous vous en donniez les moyens. Ainsi, parmi les scénarios proposés par le Conseil d'orientation des infrastructures, vous optez pour une solution médiane, pour laquelle vous n'apportez d'ailleurs pas les précisions sur le 1,3 milliard d'euros manquant sur le quinquennat. Vous avez également écarté des projets très utiles, et je me permets de vous rappeler le prolongement, par exemple, de la ligne LGV Rhin-Rhône, dont des dizaines de millions d'euros ont déjà été dépensés pour acquérir des terrains et réaliser des études de faisabilité. Quel dommage pour ce grand projet au regard de la région Bourgogne-Franche-Comté. En commission, vous nous avez indiqué travailler sur une solution permettant d'intégrer ce prolongement et nous le dire en séance publique. J'espère, Madame la Ministre, que nos discussions aboutiront sur ce sujet, d'autant plus qu'il rassemble des élus de tous bords, et c'est à souligner. Dans un grand pays ferroviaire tel que la France, on doit toujours conserver des chantiers sur notre territoire pour toujours s'améliorer. Et en ce sens, il ne s'agit pas d'opposer ici, comme vous le faites régulièrement, les grandes infrastructures et notamment le TGV avec la mobilité du quotidien. Et vous connaissez notre engagement pour les petites lignes sur ce sujet. Alors, au-delà de ce projet et au-delà des différents projets d'infrastructures, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui la question des transports est la question du quotidien. Parce qu'effectivement, le quotidien en transport, c'est essentiel pour les ménages. Se déplacer est l'une des grosses charges du budget familial. Et dans une grande majorité de cas, cela veut dire prendre sa voiture pour travailler, pour chercher les enfants à l'école, pour consulter le médecin ou tout simplement pour aller chercher le pain. Alors, dans votre intervention de tout à l'heure, vous nous avez donné l'impression de régler les difficultés des ruraux, notamment grâce aux nouvelles technologies ou mobilité douce. Oui, les véhicules autonomes ont de l'avenir. J'ai même testé une navette autonome française dans ma ville de Dole et j'y crois. Mais il est illusoire de faire croire aux Français qu'ils n'auront plus de difficultés d'ici peu grâce à la voiture autonome. La trottinette en libre service a toute sa place dans le cœur des métropoles, mais ne concerne que les urbains qui bénéficient d'un certain nombre d'offres de transport. Bien sûr, il faut encourager les mobilités douces, c'est indiscutable. Mais soyons réalistes. Nous n'habitons pas tous dans une aire urbaine propice à ce genre de solution. Les Français sont attachés à leur voiture, non pas par goût, mais par nécessité.
Arrêtons de les culpabiliser de rouler au diesel et donnons-leur les moyens de changer leur mode de déplacement. D'ailleurs, évitons de faire les mêmes erreurs que ce qui a été fait pour le diesel en dirigeant tous nos concitoyens sur le tout électrique. Ne mentons pas aux Français en leur donnant l'illusion que changer un véhicule diesel pour un véhicule électrique est sans importance pour l'environnement. L'impact est conséquent sur l'extraction des minerais et la difficulté de recycler les batteries suscite beaucoup d'interrogations. Et quand bien même, les Français qui nous écoutent se demandent surtout comment ils paieront ce type de véhicule. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer une automobile neuve, alors imaginez une voiture électrique. Le véhicule électrique peut être une solution, mais ça n'est pas la solution unique. Ne nous privons pas de l'hydrogène ou du superéthanol, par exemple. Développons les énergies dans les territoires pour que toutes les solutions puissent être trouvées à leur place et rapidement. La réduction de l'autosolisme est un sujet sur lequel nous pouvons nous retrouver. C'est le moyen le plus concret, le plus abrupt, peut-être, celui que nous devons privilégier pour permettre effectivement un certain nombre de réductions de carburant. Nous devons tout mettre en œuvre pour limiter les déplacements individuels. C'est une façon de penser nos déplacements, c'est une nouvelle façon de les penser. Il faudra lutter contre nos habitudes, Madame la Ministre. Si les dispositions de ce texte vont dans le bon sens, il faut préserver des mesures incitatives et combattre les mesures coercitives. En effet, les Français sont attachés à leur liberté d'aller et de venir. Elle est d'autant plus précieuse pour ceux qui habitent dans les zones peu denses. Pour cela, il ne faut pas pénaliser les automobilistes, il faut les encourager, les inciter à modifier leur comportement. Au-delà du covoiturage, la question des voies réservées est importante. N'envoyons pas aux Français le message que ceux qui peuvent se permettre des véhicules à bas carbone peuvent emprunter des voies prioritaires ou privilégiées. Ne recréons pas la voie royale. Je comprends parfaitement la volonté de favoriser les comportements plus responsables. Cependant, ce serait un signal grave pour la cohésion en opposant les favorisés aux plus démunis. Concernant les professionnels, il ne s'agit pas non plus de donner des signaux contradictoires aux taxis et aux VTC. Nous devons maintenir la voie réservée aux taxis qui payent cher leur licence, mais nous devons également prêter une attention considérable aux conditions de travail des chauffeurs des VTC. Concernant le traitement des données numériques et de nos habitudes de consommer en matière de transport, il est essentiel que les autorités organisatrices de la mobilité les contrôlent. La révolution des données et celle de l'intelligence artificielle nous donnent l'occasion d'optimiser les services de mobilité. Pour nous, cette révolution doit être régulée par les AOM qui financent les transports au quotidien. Elles sont légitimes pour rassembler et partager leurs données et doivent pouvoir garder le contrôle et leur réutilisation. Il est ainsi primordial d'ouvrir aux seuls AOM la possibilité de distribuer tous les titres des solutions de mobilité organisées sur leur territoire. Ne donnons pas aux GAFA et aux géants du numérique des armes pour nous combattre. Votre objectif de faciliter les usages, notamment des personnes à mobilité réduite, nous le partageons bien évidemment, mais il va de pair avec la qualité de vie dans les transports. Je pense bien sûr à la sécurité des transports. Madame la ministre, notre groupe attend beaucoup de vous sur ce sujet. Dans le contexte actuel, le sentiment d'insécurité dans les transports en commun mérite qu'on s'y attarde. En effet, emprunter un bus ou un métro ne devrait pas inquiéter nos concitoyens. Pourtant, nos concitoyennes, devrais-je dire, si l'on se réfère à l'étude de la FNOT, près de 9 usagères des transports sur 10 déclarent avoir été victimes d'un harcèlement ou d'une agression sexuelle dans un transport en commun. Cette proportion nous appelle à agir. Comment est-ce possible que des délinquants identifiés puissent encore emprunter les transports en commun ? Par ailleurs, nous ne comptons plus les avertissements des conducteurs signalant la présence des pickpockets dans les rames de métro. Madame la ministre, je sais que vous êtes impliquée sur ces sujets, mais j'espère que nous pourrons faire consensus et que vous pourrez nous apporter des réponses plus sévères, aux récidivistes notamment. Je tiens également à dire un mot sur les transports fluviaux. Nous avons été riches de ces transports au fil du temps. Nous sommes toujours riches, mais cette fois-ci en cours d'eau, qui ne demandent qu'à être utilisés. Alors l'augmentation des crédits de VNF est à saluer. Évidemment, le canal Seine-Nord-Europe, sur lequel il peut y avoir quelques canards, évidemment, est à saluer également.
Enfin, je finirai par saluer nos transporteurs routiers français, qui restent incontournables dans la réponse à nos besoins. Ils ont su s'adapter et la flotte des camions français est aujourd'hui plus propre que jamais. Sachons les soutenir en les accompagnant davantage dans leur mutation, par exemple en les rassurant sur le bio-GNV. Mes chers collègues, voilà ce que nous pensons de ce projet de loi au sortir de son passage en commission. Nous aurons à cœur, Madame la Ministre, de travailler ensemble pour enrichir ce texte et soyez certains que nous serons là pour apporter des solutions. Je vous remercie de votre attention. Merci.